Hello, entrée dans des maisons inconnues de Christian Garcin. Alors, la quatrième de couverture. Faulkner a envie d'une nouvelle veste et Apollinaire fait la vaisselle. Conrad embarque pour la première fois, Char arpente les collines, Mishima va au gymnase et Perros au café. Pessoa s'interroge sur la réalité de l'existence, tandis qu'Hemingway bougonne. À chaque fois, Christian Garcin est là. Et oui, donc c'est des petites histoires avec tous ces auteurs ultra célèbres. Donc ça fait une ou deux pages, 3 pages maximum, où il nous raconte par l'anecdote, par la petite scénette, où il se met en scène avec l'auteur en question. Donc voilà, c'est assez savoureux. Alors je vais vous en lire 2. Je vais vous lire celle de Pessoa et de Bernanos. Dans les limbes avec Pessoa. 4 octobre 1915. Comment expliquerez-vous cela m'a soudain demandé Fernando Pessoa. Comment expliqueriez-vous le fait que d'autres gens peuvent exister? J'eus un bref instant d'hésitation. Cela ne s'explique pas, ai-je finalement répondu. Il me semble que cela est un point, c'est tout. Nous marchions, lui et moi, côte à côte dans la Rua dos Douradores, nous dirigeant à pas assez rapides vers un restaurant qui possédait au-dessus de la salle principale une autre salle à l'entresol, plus petite, où nous avions nos habitudes. J'avais une légère envie de poivron et lui d'omelette aux oignons. Nous avions surtout besoin de calme et de tranquillité, que nous savions pouvoir trouver dans la délicate fadeur de cette salle au confort discret, très peu fréquentée, sans trop de charme ni d'affêterie. Oui, mais au fond de vous-même, a insisté Fernando Pessoa, en votre âme et conscience, il articulait avec soin. Parvenez-vous à admettre véritablement l'existence de quelqu'un d'autre, à admettre qu'il y ait d'autres consciences que la vôtre? Je peux bien concevoir, a-t-il continué sans me laisser le temps de répondre, que ce passant-là, il fit un geste du bras en direction du gros bonhomme à béret qui portait une valise minuscule, est un être vivant. Mais il ne m'est pas plus proche, et même moins, que certains êtres imaginaires que l'on trouve dans des romans ou des pièces de théâtre, par exemple. Ainsi, son existence a-t-elle moins de réalité que celle d'un héros de papier? Autant dire que, pour moi, a-t-il conclu, il n'existe pas réellement. Je convainc du fait qu'il s'agissait là d'une vraie question, mais qui ne possédait sans doute pas de réponse satisfaisante, comme toutes les vraies questions. Nous étions arrivés, la petite salle de l'entresol était vide, comme nous l'espérions. Pessoa ôta son chapeau, son manteau et s'installa face à moi. Il voulait me parler, me dit-il, du 2e numéro de la revue Orphée. Il était un peu plus de 7 heures. Il alluma une mince cigarette, rangea le paquet, se ravisa, m'en proposa en s'excusant d'avoir oublié, se souvint que je ne fumais pas, eut un petit sourire, essuya ses lunettes à l'aide d'un mouchoir très fin, et demeura sans rien dire durant quelques minutes. Je ne disais rien non plus. J'examinais son visage ovale et terne, lisse, assez peu expressif pour tout dire, sauf les yeux, 2 yeux extraordinairement vifs et mobiles, des yeux de myope habitués à observer sans répit. « J'apprends à voir », m'avait-il dit un jour. Cette phrase un peu étrange, j'avais pu la comprendre sans peine. Il n'y avait qu'à le regarder. Rien ne semblait devoir lui échapper. Cependant, jamais son regard ne paraissait pesant ou indiscret, même si à la vérité il était un peu. Il semblait intéressé au plus haut point, voilà tout. Nous commandâmes des poivrons frits et une omelette. Le serveur était efficace et discret comme à l'accoutumée. Il eut un bref mouvement de tête et s'éclipsa sans un mot. Presque simultanément, 2 couples firent leur apparition dans la salle et Pessoa et moi eûmes une même moue de dépit, presque imperceptible à vrai dire. Nous étions heureux, vous et moi, d'être seuls à dîner, murmurai-je, en me penchant vers lui, et voilà que ce petit bonheur s'est évanoui. Et en guise de boutade, j'ajoutai, même s'il n'existe pas vraiment.
Mais il n'avait pas entendu ma dernière phrase. Il s'était un peu retourné et observait les deux couples, deux hommes jeunes et élégants, deux femmes assez belles et apparemment radieuses, des amoureux. Il les observait sans nulle gêne, d'une façon qui eût pu paraître tout à fait inconvenante. Mais les couples semblaient ne pas nous avoir vus. Ou plutôt, ils nous avaient aussi rejetés, tout préoccupés qu'ils étaient de leur exclusive présence, dans le néant d'où pour eux nous venions. Pessoa se retourna alors vers moi, qui faisait mine de m'intéresser au décor peint d'une assiette disposée sur le mur, une maladroite reproduction des aveugles de Bruegel, et me dit doucement « Savez-vous ce qu'ils deviendraient s'ils se connaissaient vraiment, s'ils pouvaient voir dans l'âme l'un de l'autre, d'intimes étrangers, des ennemis, implacables. » Et il ajouta « Heureusement, il y a les masques. » À cet instant, je me souviens d'une conversation que nous avions eue quelques jours auparavant. Lui affirmant qu'on n'était jamais quelqu'un, mais uniquement l'image plus ou moins idéale qu'on s'en forgeait. Ce qui, au bout du compte, revenait à s'aimer soi-même, moi soutenant que l'amour vrai consistait justement à aimer l'autre pour ce qu'il était, non pour ce qu'il voulait qu'il fût. Ce qui, j'en convenais volontiers, était extrêmement difficile. Je m'apprêtais à répondre quelque chose, mais Pessoa continuait tout en me regardant avec un très léger sourire. Dans les limbes, mon cher. Les petits bonheurs pressentis et non revenus ne meurent pas vraiment. Ils finissent dans les limbes, à mi-chemin entre ici et nulle part. C'est là que se trouve le nôtre, celui dont vous me parliez. Je lui souris aussi. Alors allons-y, dis-je sans trop savoir pourquoi. Allons donc les rejoindre. Ainsi rien ne se sera passé et nous aurons à nouveau notre tranquillité. Il y eut un silence. Fernando Pessoa semblait réfléchir intensément. Il se pencha vers moi, par-dessus la table. « Mais nous y sommes, murmura-t-il, en me fixant de ses petits yeux vifs encerclés de lunettes. Nous n'avons jamais été ailleurs. » Puis il recula vers le dossier de sa chaise, car le serveur avait fait son entrée, nos deux plats à la main, à la table d'à côté. Les deux couples riaient à gorge déployée. Entrer dans des maisons inconnues de Christian Garcin, c'est assez beau ce qu'il écrit, monsieur Garcin. Allez, et la seconde, c'est donc avec Bernanos. L'écureuil de Bernanos, 12 mars 1924. Un peu avant le dessert, Georges Bernanos a quitté sa table et s'est approché de moi. Nous nous étions rencontrés l'avant-veille dans un café d'Avranches et avions parlé quelques minutes en attendant que le patron veuille bien nous recevoir. Il m'avait laissé passer le premier. Ma visite serait courte. Je n'avais qu'à prendre la commande habituelle de vin et de bière et vérifier si tout allait bien, si les livraisons avaient été effectuées correctement, etc. Pour lui, ce serait sans doute plus long. Il travaillait, m'avait-il expliqué, pour la compagnie d'assurance La Nationale. Et il lui faudrait examiner les dégâts causés à la toiture du café par l'orage de la semaine précédente. Évaluer le montant des réparations, parlementer avec le cafetier, ce qui prendrait au moins une bonne heure. Lorsque j'étais parti, nous nous étions salués sans savoir que nous nous retrouverions 2 jours plus tard dans ce petit hôtel misérable, tout près de la frontière belge. La campagne ici est lourde et humide. La brume est souvent omniprésente jusqu'à midi. Ensuite, ce sont quelques rayons de soleil, trop vite happés par l'amas dense et bas des nuages qui ont tout fait de tout ensevelir dans un linceul informe, côtelé de gris. Les pluies des semaines précédentes avaient détrempé les champs vastes et noirs, creusant de profondes fondrières les chemins boueux qui relient un hameau à un autre. Passer les journées dans cette molle humidité nous fait rêver comme à une chose inaccessible, au feu qui le soir crépitera dans la cheminée d'une salle de restaurant chaleureuse et illuminée. Ce qui n'était pas tout à fait le cas de celle où nous nous trouvions. Georges Bernanos et moi, le jour où il est venu me rejoindre à ma table, illuminée elle était, oui, mais l'ambiance en avait été perturbée par un incident auquel nous avions tous deux assisté sans même quitter nos chaises, puisqu'il s'était passé juste devant nous, à l'extérieur, sous les fenêtres de l'hôtel. 2 jeunes et gros paysans, rougeaux et sans doute ivres, avaient tué un écureuil à coups de pierre, apparemment sans autre raison que l'amusement, ou le passe-temps. Et quelques raisons pourrait-il y avoir à un tel geste ? Bernados et moi avions donc assisté à la scène, muets de stupéfaction,
Puis je l'avais vu tourner la tête vers moi, ses yeux immenses, bleu limpide, enfantin, presque féminin, comme à la recherche d'un soutien. C'est alors qu'il a quitté sa table et s'est approché de moi. Nous avons parlé un peu, très peu, ne pouvant que confronter nos écœurements réciproques. Ce n'est que plus tard dans la soirée qu'il me parlerait de ce roman qu'il était en train d'écrire et dont le titre me paraissait d'ailleurs plutôt bon, qui alliait à la lumière divine les ténèbres de l'enfer. Et la servante est venue prendre commande du dessert. C'était une toute jeune fille, jolie mais un peu malingre, à la voix faible, une voix de petite source, me dirait-elle plus tard, lorsque nous parlerions d'elle. Une de ces filles qui garde toujours les yeux baissés, victime désignée des lourdeaux et des porcs. C'est alors que les deux jeunes tueurs d'écureuils ont fait leur entrée dans la salle, ivres et rigolards. L'un d'eux, d'une laideur assez obscène, un cafard à dents jaunes, me dirait Bernanos plus tard, était sans doute un braconnier, qui déposa sur le comptoir un amas de poils de sang séché qu'il venait d'extraire de sa gibecière. L'écureuil, sans doute, et autre chose encore de peu identifiable. La servante, qui avait fait mine de ne rien remarquer et repartait vers la cuisine, dut interrompre sa marche pour inviter l'autre garçon, qui tendait en riant de lui barrer le chemin, puis le premier, le cafard, qui faisait de même. Dans quelque direction qu'il se rendit, il y avait toujours l'un des deux pour s'interposer entre elle et la cuisine. De grasses plaisanteries fusèrent, des insultes, mais toujours en riant, puis quelques propos vraiment obscènes. Comment une si jeune fille, me demandai-je, une enfant presque, pouvait-elle entendre sans s'effondrer à terre, rouge de confusion, de telles grossièretés? Mais la fille devait être habituée à ce genre de phrases et d'attitudes. Sans sourciller, elle tentait toujours d'atteindre la cuisine, opiniâtre, ne songeant qu'à accomplir sa tâche. Je sentais, à mes côtés, l'extrême tension de Bernados, qui s'agitait sur sa chaise, ayant apparemment le plus grand mal à se contenir. Mais nous ne pouvions rien dire, ce n'était pas notre rôle, les garçons riaient, la fille ne disait rien, manifestement ils ne se connaissaient. Peut-être assistons-nous là à une scène déplorable, certes, mais assez fréquente et sans trop de conséquences. Puis, le cafard à dents jaunes, ôta les assiettes des mains de la servante et entreprit de la mener contre lui, pressait son petit corps contre le sien, lui pétrit violemment les hanches et les fesses. La scène fut brève, car la fille cria de sa petite voix, lui donna un léger coup sur le crâne, et toujours riant, le garçon la relâcha, non sans l'insulter à nouveau. Puis les deux ressortirent, et ce fut peut-être là le plus horrible, se tournèrent vers Bernanos et moi, en disant « Faut bien se faire payer, pas vrai ?» Nous étions pétrifiés. 2 minutes plus tard, la servante, son sourire triste aux lèvres, nous apportait un flan aux œufs, et de sa voix fine et fragile, nous demandait si le repas avait été bon. Nous acquiesçâmes brièvement, elle ne nous regarda pas. Entrée dans des maisons inconnues de Christian Garcin, et c'est aux éditions Finitude. Voilà, salut!